À la fin des années 1930, à l'image des tendances mondiales, les États-Unis connaissaient une modernisation rapide de leur force armée. Parallèlement, les ingénieurs aéronautiques développaient activement de nouveaux avions de chasse, de bombardement et de reconnaissance. Simultanément, des efforts importants étaient dirigés vers le développement d'avions d'attaque lourds. La figure pionnière à se lancer dans la création de cette catégorie d'avions spécifiques fut le célèbre concepteur Jack Northrop, propriétaire de la Northrop Corporation. L'usine de fabrication et le bureau d'études de Northrop étaient situés à El Segundo, en Californie. Pourtant, Northrop reconnaissait que les circonstances prévalentes changeaient. Pour améliorer la survivabilité d'un avion d'attaque sur le champ de bataille, Northrop a d'abord cherché à augmenter sa vitesse et sa maniabilité. L'approche la plus directe pour y parvenir était d'augmenter la puissance. Ainsi, il a choisi une configuration bimoteur, les montant de manière conventionnelle sur le bar d'attaque des ailes au lieu d'une seule unité de puissance. Grâce à cette initiative, Northrop s'est définitivement écarté du concept établi d'un avion monomoteur polyvalent d'appui aérien rapproché. C'était remarquable car il avait lui-même auparavant investi des efforts considérables dans le développement de toute une lignée d'avions d'attaque non blindés qui ont été utilisés opérationnellement aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Chine et dans divers autres pays. Il est important de reconnaître que Northrop n'a pas été le premier en Amérique à concevoir un avion d'attaque bimoteur. Avant ses travaux, la Curtiss-Wright Corporation avait fait une tentative similaire, dévoilant son avion A-18 en 1936. Néanmoins, ce design particulier n'a progressé que jusqu'à la phase d'essai militaire. Northrop, de son côté, a initié le développement de son nouvel avion d'attaque en mars 1936. Le projet, initialement désigné Model 7 et plus tard connu sous le nom de Model 7A, a commencé comme une entreprise privée, sans aucune commande d'approvisionnement gouvernemental officielle. Jack Northrop lui-même, ainsi que le concepteur principal, étaient les principales personnes travaillant sur son développement. Edward Heinemann, qui allait plus tard acquérir une reconnaissance personnelle significative, a conçu cet avion élégant, entièrement métallique. Il était propulsé par deux moteurs radio Pratt & Whitney R925 Wasp Jr., chacun délivrant 425 chevaux. Bien que les concepteurs aient choisi une configuration de cellules classique, ils ont incorporé de nombreuses fonctionnalités avancées dans le projet, notamment un revêtement extérieur lisse, des cockpits d'équipage entièrement fermés et des hélices automatiques. La tourelle supérieure présentait deux positions opérationnelles, rétractée pour le vol aérodynamique et élevée pour l'engagement au combat. Néanmoins, le train d'atterrissage se distinguait comme son attribut le plus non conventionnel. Bien que les roues rétractables hydrauliquement n'étaient pas une innovation révolutionnaire à l'époque, ce train d'atterrissage utilisait une configuration tricycle plutôt que la configuration conventionnelle à roulette de queue. L'avion était notamment équipé d'une jambe de force avant. Sur l'aérodrome, l'avion maintenait une position horizontale, éliminant ainsi la nécessité de lever la queue pendant le décollage. Ce choix de conception constituait une innovation significative. Pour être précis, les développeurs ont incorporé une mesure de sécurité, ajoutant un patin de protection spécialisé sous le revêtement du fuselage, par précaution contre la queue qui pourrait racler le sol lors d'un atterrissage peu gracieux. L'intégration de deux moteurs au lieu d'un seul, associé à une aérodynamique favorable, indiquait, selon les calculs théoriques, que l'avion présenterait d'excellentes caractéristiques de vol. Avec un poids au décollage standard d'environ 9,500 livres, sa vitesse maximale était projetée à dépasser 249 miles par heure. Concernant son armement, le modèle 7 reflétait les doctrines prévalentes du début des années 1930 concernant l'aviation d'attaque. Les cibles principales pour les avions de ce type étaient considérées comme l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie, tant en position fixe qu'en mouvement, ainsi que les colonnes hippomobiles et motorisées. L'intention était de neutraliser ces cibles en utilisant des tirs de mitrailleuses et de petites bombes à fragmentation, tandis que la protection blindée de l'avion lui-même était considérée comme entièrement superflue. La charge maximale de bombes consistait en 40 bombes individuelles, chacune pesant 17 livres. Les concepteurs ont choisi de loger toute la charge de bombes à l'intérieur du fuselage, une décision particulièrement progressive pour un avion de cette classification à ce moment historique. Cette configuration permettait une traînée aérodynamique réduite et par conséquent des vitesses plus élevées lors des opérations au-dessus du champ de bataille. L'avion n'était pas conçu pour transporter même des bombes de taille moyenne. Cela impliquait que les véhicules blindés n'étaient pas réellement considérés comme des cibles potentielles d'engagement. Cette approche particulière est logique si l'on considère la stratégie militaire purement défensive adoptée par les États-Unis à cette époque.
La nation partage ses frontières terrestres uniquement avec le Canada et le Mexique. Un conflit militaire avec le Canada semblait hautement improbable, et tout engagement avec le Mexique aurait été perçu comme excessivement facile en raison de la disparité de développement significative entre les deux nations. Les interventions dans les pays d'Amérique centrale et du Sud étaient également une considération, mais même dans ces contextes, les Américains maintenaient un avantage écrasant. Leurs adversaires potentiels ne possédaient que des armements obsolètes. Il est hautement improbable qu'ils aient possédé des chars pendant cette période. Même aux États-Unis, une discussion significative a eu lieu concernant la nécessité des chars pour l'armée américaine. L'armement défensif du modèle 7, comprenant 2 mitrailleuses de calibre .30, était typique pour son époque. Une mitrailleuse était positionnée dans une tourelle supérieure, rétractable, tandis que la seconde était située dans une trappe à l'intérieur de la section de queue du fuselage. Cette configuration lui permettait d'engager des cibles en dessous et à l'arrière pendant le vol. Pendant le vol, la tourelle ne dépassait pas d'un tiers de sa hauteur totale. L'équipage opérationnel de l'avion était composé de 2 individus. Une variante de reconnaissance, dérivée de cet avion d'attaque, était également en développement. Cette version incorporait une cabine d'observateur, équipée de matériel photographique, à la place d'une soute à bombe. Le plancher complet de ce compartiment était transparent, offrant une vue dégagée sur le paysage sous l'avion. Fin 1936, une maquette grandeur nature de l'avion d'attaque était achevée et plus de 50% des plans d'ingénierie du prototype étaient finalisés. La fabrication de certains composants avait déjà commencé. Néanmoins, en 1937, le quartier général de l'United States Army Air Corps a conclu son évaluation de la nécessité d'un tel avion et a ensuite émis ses spécifications pour une plateforme d'attaque bimoteur. Les exigences clés comprenaient une vitesse dépassant 200 miles par heure, une portée opérationnelle de 1-200 miles et une capacité de bombe de 1-200 livres. Bien que le modèle Sept ait facilement atteint la vitesse spécifiée, il était insuffisant en termes de portée et de capacité de charge utile requise. Par conséquent, un avion plus grand fut jugé nécessaire. Le projet a subi une refonte, bien que Jack Northrop ne participait plus à son développement. Sa compagnie était effectivement contrôlée par la Douglas Company, qui possédait la majorité des parts. Suite à l'acquisition par Douglas des actifs restants, il n'y avait plus de rôle approprié pour Jack Northrop. Ne voulant pas travailler sous la direction d'autres, il a présenté sa démission. Par la suite, il a créé une nouvelle entreprise qui a connu un succès considérable pendant de nombreuses années. De manière significative, c'est là que le formidable P-61 Black Widow, un intercepteur de nuit lourd bimoteur, a été développé. Parallèlement, son ancienne organisation s'est transformée en la Division El Segundo, dirigée par Ed Heinemann. Le projet d'avion d'attaque bimoteur est resté sous leur responsabilité. L'ingénieur Wiedenheimer a assumé le rôle de nouveau concepteur principal pour le modèle Sept. Pour améliorer la capacité de charge utile, les moteurs d'origine ont été remplacés par des Air 1830 plus puissants, chacun générant 100 chevaux. De plus, pour atteindre la portée opérationnelle requise, la capacité de carburant devait être doublée. La charge de bombes a finalement dépassé les exigences spécifiées, atteignant 2000 livres. Parallèlement, l'avion était capable de déployer une gamme diverse d'armements, d'une seule bombe pesant près de 2000 livres à 80 bombes à fragmentation plus petites. Chacune pesant 17 livres, 2 variations distinctes de la section avant ont été conçues pour cet avion. La variante initiale comportait un vitrage et était conçue pour un navigateur. La seconde variante était solide, abritant un formidable armement de 6 mitrailleuses de calibre .30 et de 2 mitrailleuses de calibre .150. Pour la version équipée d'un navigateur, 2 mitrailleuses supplémentaires de calibre .30 étaient intégrées dans des carénages spécialisés sur les côtés du nez. La variante vitrée incorporait un panneau plat sur sa face inférieure, facilitant un ciblage plus précis lors des missions de bombardement. Ces sections de nez étaient facilement interchangeables, car leur point de fixation était situé directement en avant du pare-brise du cockpit. À des fins défensives, l'avion était équipé de 2 mitrailleuses de calibre .30, logées dans des tourelles rétractables positionnées sur le fuselage supérieur et inférieur. La première variante fonctionnait avec un équipage de 3 personnes, tandis que la seconde nécessitait un équipage de 2 personnes. Dans les deux configurations, la section avant de l'avion était plus allongée par rapport au précédent modèle Sept-A. Cette modification a entraîné une augmentation de la longueur du fuselage, tandis que sa hauteur totale a connu une légère réduction. L'empennage a été surélevé et la conception du gouvernail a été simplifiée. De plus, le concept d'une variante de reconnaissance dotée d'un dessous transparent a été abandonné.
Désigné sous le nom de Model 7B, ce nouveau projet a été soumis au Conseil du département de la guerre en juillet 1938. Cet avion était en concurrence avec 4 conceptions rivales, le Belle Neuve, le Martin 167F, le Stearman X-100 et le North American NA-Quaron. Néanmoins, l'armée américaine restait indécise quant à un vainqueur à ce moment-là. Les fabricants concurrents ont été invités à construire un seul prototype chacun, à leurs propres frais, et à les présenter pour des essais en vol avant le 17 mars 1939. Bell a refusé ces conditions et s'est donc retiré de la compétition. Inversement, Martin, Stearman et North American ont relevé le défi. Douglas a également choisi de procéder indépendamment à ses propres risques. Le 26 octobre 1938, le prototype initial du modèle 7B a effectué son vol inaugural depuis Mines Field avec le pilote John Cable aux commandes. Alors que ce bombardier d'attaque était préparé pour la compétition, sa finition respectait les spécifications de l'Air Corps, ce qui signifie qu'il est resté entièrement non peint. L'avion présentait une surface en aluminium poli non peinte, marquée seulement par une bande d'avertissement rouge peinte sur les côtés du fuselage, alignée avec le plan de rotation de l'hélice. Néanmoins, tous les insignes requis étaient présents, des étoiles blanches dans un disque bleu avec un point rouge au centre. Le gouvernail était orné de rayures rouges et blanches, accompagné d'une bande bleue verticale le long de son bord d'attaque. La seule omission était les numéros de série militaire, car l'armée n'avait pas encore officiellement acquis cet avion. Lors des essais en usine, l'avion a fonctionné avec 2 variantes de section de nez interchangeables. Il a démontré une vitesse impressionnante, dépassant les 480 km/h, 258 mph, une agilité superbe pour un avion bimoteur, et s'est avéré très maniable sans aucun problème imprévu. Après plusieurs vols, les extrémités de l'empennage ont été légèrement relevées pour améliorer la stabilité. Néanmoins, la probabilité de vendre le Model 7B à l'armée américaine semblait défavorable. Néanmoins, une aide était venue d'une source inattendue. Une commission d'achat française a exprimé son intérêt pour le nouvel avion. L'armée de l'air française était engagée dans un important programme de réarmement, se préparant à la confrontation inévitable avec l'Allemagne hitlérienne. Bien que la France possédât ses propres conceptions réussies de bombardiers et d'avions d'attaque, ses usines n'avaient pas la capacité de fabrication pour équiper rapidement ses forces d'un matériel moderne. Par conséquent, ils ont été contraints de chercher des avions auprès de sources étrangères. Pour des raisons évidentes, l'Allemagne n'était pas considérée comme un fournisseur potentiel. Les Britanniques étaient confrontés à une situation similaire à celle des Français. Ils connaissaient eux-mêmes une pénurie d'armement, et bien qu'ils aient réussi à obtenir certains matériels d'Italie et des Pays-Bas, cela s'est avéré insuffisant. Parmi les nations aéronautiques importantes, seuls les États-Unis conservaient une capacité de fabrication disponible. Cela avait un coût considérable. Les avions d'outre-mer étaient environ 2 fois plus chers que ceux produits en Europe. Néanmoins, la situation internationale dictait leur ligne de conduite. Il était impossible d'économiser sur la défense nationale. Des représentants français ont entrepris une visite des usines et des bureaux d'études américains, s'efforçant d'obtenir des conceptions prometteuses avant les Britanniques, qui menaient des efforts identiques. Les Français ont également visité El Segundo, où ils ont observé le prototype du Model 7B, lors d'une présentation statique et d'une démonstration en vol. L'avion a grandement captivé les membres de la commission. Il leur était très avantageux que cet appareil n'ait pas encore été adopté par les États-Unis eux-mêmes. Inversement, la vente aurait pu leur être refusée purement et simplement, ou ils auraient pu rencontrer de sévères restrictions, la préférence étant accordée à l'armée nationale. Les représentants de la commission ont reçu l'assurance d'un vol de démonstration avec un observateur français à bord. Cela a nécessité une autorisation du département de la guerre des États-Unis qu'ils ont obtenue assez rapidement. À partir de fin décembre 1938, le Model 7B a effectué plusieurs vols avec des spécialistes français à bord. Le 23 janvier 1939, John Cable a volé avec un passager à bord, le capitaine Maurice Schemedlin de l'armée de l'air française. Les autres membres de la commission ont observé le vol depuis le sol. À une altitude approximative de 400 mètres ou 300 pieds, l'avion a survolé l'aérodrome, effectuant des virages à gauche et à droite avant d'inverser sa course. John Cable a ensuite désactivé le moteur droit, tentant de prendre de l'altitude en utilisant uniquement celui qui restait. Les événements précis qui se sont produits ensuite n'ont jamais été définitivement établis. Certains témoins oculaires ont affirmé que le moteur n'avait en quelque sorte pas réussi à atteindre sa pleine puissance opérationnelle.
L'avion a ensuite perdu de la vitesse et est entré en décrochage. D'autres personnes pensaient que le pilote était incapable de gérer la poussée différentielle, ce qui a fait que le moteur opérationnel a simplement fait basculer l'avion. Quoi qu'il en soit, le Model 7B a effectué un quasi-tonneau complet, puis est entré en vrille à plat. Il semblait que John Cable ait fait un effort pour sauver l'avion, mais ses tentatives se sont avérées vaines. D'une altitude d'environ 90 mètres 300 pieds, il s'est éjecté et a activé la poignée d'ouverture de son parachute. Maurice Schmidlin, cependant, n'a pas eu le temps suffisant pour sortir du fuselage confiné. La survie de Cable n'était pas possible. L'altitude était trop basse, empêchant la voilure du parachute de se déployer entièrement. Le pilote a succombé à ses blessures à l'impact. L'avion s'est écrasé sur le parking de l'usine North American à Inglewood, directement devant des employés qui venaient de quitter l'atelier pour leur pause déjeuner. Ce sont ces ouvriers qui ont découvert le Français blessé, mais encore vivant, au milieu des débris. Paul Schmidlin a été transporté à l'ambulance sur une section détachée de la dérive de l'avion. Cet incident a ensuite attiré une attention indésirable de la part de la presse. Paul Schmidlin a été immédiatement identifié comme un agent de renseignement étranger. Au sein du Sénat, pris entre les factions isolationnistes et celles prônant une politique plus équilibrée autour du président Franklin Roosevelt, le gouvernement visait à éviter un scandale public. Par conséquent, des efforts avaient été faits pour maintenir un secret strict concernant la visite des représentants britanniques et français chargés des acquisitions. Pourtant, même l'accident n'a pas découragé la délégation française. À peine 3 semaines plus tard, en février, ils ont finalisé une commande de 100 avions d'attaque. Néanmoins, la commission a stipulé ses propres exigences, qui divergeaient quelque peu du concept de conception initial. Étant donné que les Français considéraient cet avion strictement comme un bombardier, ils ont cherché à améliorer son rayon d'action et sa capacité d'emport de bombes. Ils ont également insisté sur l'incorporation d'une protection blindée. Les instruments de vol, le système radio et les mitrailleuses devaient tous être de conception française. Avec une commande substantielle assurée et l'autorisation du président de la compagnie, Donald Douglas, pour mettre en œuvre des modifications, Edward Heinemann, le chef de la division del Segundo, était libre de redessiner le Model 7B pour répondre aux spécifications du client. Le fuselage a par conséquent été rendu à la fois plus étroit et plus haut. La tourelle dorsale complexe a été retirée, remplacée par un système de montage conventionnel enfermé sous la verrière. Pendant le processus de conception, le positionnement de l'aile a également été modifié. Elle a été abaissée, la rapprochant de la section centrale du fuselage. Les nacelles des moteurs ont été entièrement repositionnées sous l'aile. En conséquence, la jambe de force du train d'atterrissage avant a dû être allongée, tandis que les jambes de force du train d'atterrissage principal ont conservé approximativement leur hauteur d'origine. La capacité des réservoirs de carburant et les dimensions de la soute à bombe ont été augmentées. L'avion était désormais capable de transporter environ 800 kg, 760 livres de bombes. Pour la section avant, une variante vitrée comportant un poste de navigateur a été choisie, avec 4 mitrailleuses fixes montées sur ses côtés. Le nombre total d'armes à feu est passé à 6. Une mitrailleuse supplémentaire était située dans le poste supérieur de l'opérateur radio-mitrailleur et une autre dans la trappe inférieure, chacune étant alimentée par 500 cartouches. Toutes les mitrailleuses installées étaient du modèle français Mac 1934, chambrées en calibre .30. Les instruments de vol devaient également être français, intégrant une échelle métrique, contrairement au système de mesure propriétaire traditionnellement utilisé par l'équipement américain. La vitesse de l'avion était quantifiée en miles par heure et son altitude en pieds. L'équipage comprenait 3 individus, le pilote, le navigateur bombardier qui servait de chef d'appareil selon les protocoles français et l'opérateur radio-mitrailleur. Un système de commande redondant, ainsi que des instruments essentiels, étaient intégrés au poste du mitrailleur, lui permettant de prendre la relève d'un pilote blessé ou incapable, si nécessaire. Néanmoins, l'équipage ne pouvait pas échanger les postes en plein vol, ce qui représentait un défaut de conception notable. Il est à noter que le positionnement de la double commande directement au poste du mitrailleur semblait entièrement irrationnel. Le mitrailleur était simplement incapable d'observer quoi que ce soit devant. Il aurait été considérablement plus pratique de la situer au poste du navigateur, à l'image de l'agencement sur l'IL-4. Par conséquent, en utilisation opérationnelle, ces commandes auxiliaires furent rarement employées et dans les versions ultérieures, elles furent complètement éliminées. L'empennage vertical de l'avion subit des modifications substantielles. Sa largeur augmenta, principalement en raison d'une gouverne de direction élargie. La structure de la dérive fut considérablement renforcée,
intégrant les enseignements tirés du crash du modèle 7B où ce composant structurel s'était simplement détaché. Seulement 6 mois furent nécessaires pour perfectionner la conception et construire un nouveau prototype. Le 17 août 1939, l'avion modifié, désigné DB-7, effectua son vol inaugural. En octobre de cette année-là, les délégués français avaient approuvé le premier bombardier de production fabriqué à l'usine d'El Salvador. Au cours du même mois, le gouvernement français finalisa un nouveau contrat avec la société Douglas pour la fourniture de 170 avions. Cette livraison suivante devait varier considérablement de la première, notamment en ce qui concerne ses motorisations. Alors que les 100 premiers bombardiers DB-7 intégraient des moteurs Air 1830 SC-3G, chacun délivrant 1000 chevaux avec des compresseurs à une vitesse de base, les 170 avions suivants devaient être équipés du modèle Air 1830 S3C4G. Ces unités étaient équipées de compresseurs à 2 vitesses, améliorant leur performance à haute altitude et permettant des vitesses plus élevées. Un avantage supplémentaire était offert par les carburateurs à injection Stromberg innovants. La puissance maximale des moteurs mis à jour atteignit le 200 chevaux, une augmentation par rapport aux 100 chevaux de la variante précédente. Néanmoins, les nouveaux groupes motopropulseurs subirent des retards de livraison, incitant les acheteurs à consentir à ce que les bombardiers soient assemblés avec les spécifications plus anciennes. Par conséquent, les 30 premiers avions de la commande suivante furent également équipés des moteurs SC-3G. Ce n'est qu'à un stade ultérieur que l'usine de fabrication acquit les nouvelles unités S3C-4G et commença leur installation sur les cellules. En octobre 1939, suite au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la France passa commande de 100 bombardiers supplémentaires. Ces avions particuliers représentaient une nouvelle variante, désignée DB-7A. La principale modification impliquait l'intégration de tout nouveau groupe motopropulseur, Wright R2600-5B. L'intégration de ces moteurs puissants nécessita des nacelles redessinées et allongées, ainsi que des modifications au système d'admission d'air et d'échappement. L'adoption des moteurs Wright produisit une augmentation significative de la poussée, chaque unité générant un 600 chevaux. Cette augmentation de puissance exigea des modifications à la section arrière de l'avion. La surface de la dérive verticale fut agrandie, la rendant à la fois plus large et plus haute. Avant d'arriver à cette conclusion, les ingénieurs expérimentèrent une configuration à double dérive sur l'un des DB-7 de production, visant à améliorer le champ de tir arrière. Néanmoins, cette modification ne parvint pas à offrir la stabilité en vol anticipé, conduisant au retour de l'avion à sa conception initiale avant d'être livré aux Français avec les autres unités. De plus, le modèle DB-7A comportait des améliorations mineures à son système de rentrée et de sortie du train d'atterrissage. Les capacités offensives du DB-7A furent augmentées par 2 mitrailleuses fixes positionnées dans les sections arrière des nacelles moteurs. Ces armes étaient calibrées de manière à ce que leur trajectoire de balle se croise à un point spécifique derrière l'empennage de l'avion. Pour pallier l'angle mort arrière, au moment de la capitulation de la France, environ 75 de ces bombardiers avaient été livrés avec succès. Les Français officialisèrent l'accord final le 18 mai 1940, à quel moment les forces allemandes avaient déjà percé leur défense et avançaient loin dans le pays. L'acquisition impliquait une livraison d'avions DB-73. Cette nomenclature signifiait qu'il représentait la 3e itération du DB-7 acquise par la France. Ce modèle particulier devait comporter une section de nez allongée, ce qui aurait rendu le poste de pilotage du navigateur plus spacieux et propice aux opérations, en plus de recevoir un vitrage mis à jour. Néanmoins, pas un seul DB-73 ne partit jamais pour son point de livraison prévu. La France capitula avant que cet événement ne se produise. L'Union soviétique développa un intérêt pour le nouvel avion avant même qu'un modèle de production ne soit achevé. En septembre 1939, l'Amtorg Trading Corporation, agissant en tant que représentant commercial de Moscou aux États-Unis, présenta une proposition aux fabricants pour la vente d'une quantité d'avions DB-7 à l'Union soviétique. Douglas accepta de fournir ces avions, mais stipula certaines conditions, une commande minimale de 10 unités, livrées sans aucun armement ni appareil militaire. Avec cette configuration spécifique, l'avion attirait principalement les concepteurs et ingénieurs soviétiques. Cependant, la direction militaire insista pour l'acquisition de 10 DB-7 entièrement équipés pour la guerre. Le 29 septembre 1939, un envoyé soviétique à New York communiqua que la firme avait consenti à vendre les avions et aussi à accorder une licence et un soutien technique pour établir des capacités de fabrication du DB-7 en Union soviétique.
Parallèlement, des discussions progressaient avec Wright concernant un accord de licence pour le moteur R-2600 et en octobre, la formulation définitive de l'accord avait déjà été arrêtée. Il semblait très probable que ce bombardier de fabrication américaine serait effectivement mis en service dans l'armée de l'air soviétique. Les discussions se poursuivirent sans interruption jusqu'au début des hostilités avec la Finlande. Immédiatement après son déclenchement, le président Franklin Roosevelt déclara un embargo moral sur toutes les livraisons à l'Union soviétique. Par la suite, les entreprises américaines commencèrent individuellement à annuler les contrats qu'elles avaient précédemment conclus avec l'Union soviétique. La fourniture de machines et outils, d'instruments de précision et de calibres de mesure fut interrompue. Par conséquent, toute attente d'aide au développement de capacités de fabrication purement militaires devint entièrement irréalisable. De plus, les communications avec Douglas furent rompues. Les parties américaines restèrent indifférentes à cette évolution. Un conflit important était déjà en cours, entraînant d'importantes demandes d'approvisionnement. Les bombardiers destinés à la France étaient en cours d'assemblage et d'essai en vol à El Segundo. Ces avions furent livrés aux délégués français directement à l'usine de fabrication. Le premier avion reçut l'acceptation officielle le 31 octobre 1939. Par la suite, les bombardiers furent de nouveau démontés, emballés dans des caisses et transportés par voies maritimes à Casablanca, au Maroc, alors un territoire colonial français. La période connue sous le nom de « drôle de guerre » continuait de se dérouler le long de la frontière franco-allemande. Suite à l'invasion allemande de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne, mais s'abstinrent de toute action militaire significative. Tandis que des missions de reconnaissance aérienne étaient menées, le front terrestre resta largement inactif. L'armée française s'est retranchée derrière les défenses de la ligne Maginot et n'a fait aucun effort pour aider les forces polonaises, qui se retiraient rapidement vers l'est. Le 28 septembre, la Pologne capitula, mais la drôle de guerre persista. Les deux parties belligérantes s'employaient à accumuler leurs capacités militaires. La France cherchait urgemment à moderniser son armée de l'air, et un élément crucial de cette modernisation impliquait de se familiariser avec le matériel acquis des États-Unis. À Casablanca, les bombardiers étaient en cours de réassemblage. En raison d'un nombre insuffisant de personnel qualifié, le rythme d'assemblage accusait un retard considérable par rapport aux prévisions, et les conteneurs remplis de composants ne pouvaient être dédouanés du port avec une vitesse suffisante. L'intention était de rééquiper 5 escadrons avec ces avions de fabrication américaine, que les forces armées françaises identifiaient comme le DB-7B-3, le suffixe désignant un bombardier à 3 personnes. La formation de conversion des pilotes et des équipages eut lieu sur des bases aériennes situées au Maroc et en Algérie, bénéficiant de conditions climatiques avantageuses. En mai 1940, environ 130 avions avaient été acceptés par les Français aux États-Unis, dont environ 70 avaient atteint l'Afrique du Nord avec succès. Ils réussirent à équiper 3 escadrons appartenant au 19e et 61e groupe avec ces bombardiers. Cependant, tous les équipages n'avaient pas suffisamment maîtrisé le nouvel équipement acquis. 2 escadrons supplémentaires du 32e groupe avaient à peine commencé leur instruction de conversion opérationnelle. Au total, ces formations comprenaient 64 avions. Le 10 mai, l'Allemagne lança une offensive inattendue contre les nations neutres de Belgique et des Pays-Bas. Ayant rapidement vaincu l'opposition des modestes forces armées de ces nations, les unités de la Wehrmacht avancèrent à l'arrière de la ligne Maginot. La puissance aérienne allemande ouvrit la voie par des bombardements aériens pour les divisions mécanisées qui pénétraient profondément en territoire français. Étant donné le temps insuffisant pour achever le recyclage des pilotes, les 3 escadrons, jugés plus ou moins prêts au combat, reçurent l'ordre urgent de regagner le territoire français. Les premières unités à atteindre le front comprenaient 2 escadrons, totalisant 23 avions opérationnels. Dans l'après-midi du 31 mai, une douzaine de bombardiers DB-7 exécutèrent leur première mission de combat contre une colonne de forces allemandes. Ils rencontrèrent un intense tir antiaérien et des avions de chasse ennemis. Les Français subirent la perte de 3, ou selon d'autres sources, 4 avions. Cependant, ils affirmèrent également que leurs mitrailleurs avaient abattu avec succès un chasseur allemand Bf-109 avant le 14 juin. Au 14 juin, les pilotes avaient effectué environ 70 sorties en petites formations de jusqu'à 10 avions, opérant sans escorte de chasse. Cette approche tactique particulière s'avéra extrêmement coûteuse pour eux. Entre 5 et 8 bombardiers furent détruits. Leurs cibles désignées comprenaient des colonnes de troupes ennemies, des convois logistiques, des ponts stratégiques et des concentrations d'équipements militaires.
La majorité des bombardiers perdus furent victimes de l'artillerie antiaérienne allemande. Environ la moitié de ces avions furent détruits à cause d'incendies. Les impacts directs provoquaient fréquemment l'inflammation des réservoirs de carburant. Par conséquent, l'armée française demanda l'installation de réservoirs de carburant auto-obturants sur ses avions. Les Américains accédèrent à cette demande, mais les avions équipés de ces modifications n'atteignirent pas la France à temps. La défaite de l'armée française était déjà indéniable et les forces allemandes étaient entrées dans Paris. Le corps expéditionnaire britannique se retira à Dunkerque, abandonnant son équipement et embarquant hâtivement sur des navires. Les unités d'aviation françaises les plus performantes reçurent l'ordre de se redéployer vers les colonies d'Afrique du Nord. Au 25 juin, date de la signature de l'accord d'armistice, pas un seul DB-7 opérationnel ne restait en France. Selon les stipulations de l'accord, les forces allemandes occupaient les 2/3 du territoire national. Le gouvernement du maréchal Philippe Pétain, qui s'établit dans la ville thermale de Vichy, ne se vit accorder qu'une autorité limitée sur la partie restante de la France. Une partie des forces armées françaises fut également partiellement maintenue. Après la capitulation, les livraisons des États-Unis cessèrent. Néanmoins, les pertes furent compensées par l'équipement déjà arrivé au Maroc mais pas encore distribué aux unités actives. Un total de 95 avions disponibles furent recensés. Cet inventaire permet l'équipement complet de 4 escadrons basés à Casablanca et Agadir au Maroc, ainsi que dans la ville de Blida en Algérie. Des marques d'identification spéciales furent appliquées aux avions pour éviter leur identification erronée par les forces allemandes. Initialement, celle-ci consistait en un contour blanc sur l'insigne du fuselage et une bande blanche courant le long de la coque, la section avant ressemblant parfois à une flèche. Par la suite, une peinture jaune vif fut ajoutée à la queue et finalement, les surfaces de la queue et le capot moteur commencèrent à arborer des rayures jaunes et rouges. Le premier ministre britannique Winston Churchill craignait que la flotte française ne s'aligne avec les forces allemandes, posant ainsi une menace stratégique significative. Par conséquent, le 24 septembre 1940, il ordonna un assaut contre les navires de guerre français positionnés au large des côtes algériennes. Des avions embarqués britanniques lancèrent ensuite une frappe contre eux. En réponse, le gouvernement français organisa une série de raids de bombardement nocturnes ciblant Gibraltar. Cependant, les résultats de ces opérations s'avérèrent négligeables. Les équipages français ne parvinrent pas à infliger de dommages substantiels à la base, mais ils revinrent également sans subir de lourdes pertes. Un seul avion DB-7 fut abattu par un chasseur britannique Hurricane. Les bombardiers français restèrent stationnés en Afrique du Nord jusqu'au débarquement des forces alliées en novembre 1942. Les avions qui n'avaient pas été expédiés des États-Unis au moment de la défaite de la France furent ensuite acquis par les Britanniques. Suite à l'implication de la France, la Grande-Bretagne développa également un intérêt pour le nouveau bombardier américain. Les négociations pour son acquisition débutèrent en janvier 1940. La variante DB-7B fut préparée pour les Britanniques, ressemblant étroitement au modèle DB-73 de la précédente acquisition française. Cet avion présentait également un vitrage mis à jour sur son nez allongé et une section de queue élargie. Néanmoins, de nombreuses modifications internes furent mises en œuvre. Les systèmes de carburant et hydraulique furent repensés, le blindage fut renforcé et des réservoirs de carburant auto-obturants furent installés. Par conséquent, ces réservoirs pouvaient désormais contenir près du double du volume de carburant précédent, la capacité passant de 205 à 380 du gallon. Ces améliorations augmentèrent le poids au décollage de l'avion de plus de 400 livres. Cependant, la puissance moteur augmentée non seulement compensa cette augmentation, mais permet également des améliorations de la vitesse maximale et de l'altitude opérationnelle. Naturellement, les mitrailleuses, l'équipement de bord et l'instrumentation montée sur ces avions étaient tous d'origine britannique, spécifiquement chambrés en calibre. 303, des mitrailleuses Browning alimentées par bande furent montées dans le nez, tandis que le poste de l'opérateur radio reçut initialement une, puis par la suite 2, mitrailleuses Vickers-K dotées de chargeurs tambours montés sur le dessus. La nécessité de remplacer ces tambours réduisait inévitablement la cadence de tir effective de l'arme. Étant donné que les armements britanniques étaient plus substantiels et exigeaient une plus grande alimentation en munitions, l'ensemble ne tenait plus dans le fuselage. En conséquence, la deuxième paire de mitrailleuses fut déplacée vers des renflements distinctifs sur les côtés de l'avion. De plus, la transparence du cockpit du navigateur fut modifiée à l'insistance des clients. Satisfaits des modifications, les représentants de la commission d'achat britannique finalisèrent un accord pour 150 avions en février 1940.
Cet accord intégrait une option pour étendre la commande à 300 avions, option exercée 2 mois plus tard en avril. Suivant la tradition britannique d'attribuer des noms propres aux avions de combat, le modèle DB-7B fut baptisé le Boston, une désignation destinée à souligner son héritage américain. Néanmoins, des défis surgirent immédiatement lors des premiers vols d'essai des premiers bombardiers achevés. Le pilote anglais Harold Taylor raconta par la suite le temps considérable qu'il passa à déchiffrer les étiquettes françaises du cockpit et les échelles d'instruments métriques peu familières. Cependant, ces difficultés s'évanouirent de son esprit dès l'instant où il désengagea les freins et commença à rouler pour le décollage. L'avion se distingua par de superbes caractéristiques de maniabilité, et le pilote bénéficiait d'un champ de vision exceptionnel depuis le cockpit. Le train d'atterrissage tricycle non conventionnel s'avéra simplifier considérablement les procédures de décollage et d'atterrissage. Pourtant, avant leur déploiement opérationnel, les avions belges nécessitèrent des modifications. Leur instrumentation fut remplacée pour afficher les lectures dans les unités plus familières aux pilotes, miles, pieds et gallons. De plus, les commandes de gaz furent révisées. Ceci parce que la Belgique adhérait à la norme française pour augmenter le régime moteur, ce qui impliquait de tirer le levier vers le pilote, contrairement à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et à l'Union soviétique, où pousser le levier augmentait la puissance. De plus, des systèmes radio et d'oxygène britanniques furent installés. Concernant l'armement, des informations définitives restent indisponibles, alors que certaines sources indiquent l'installation de mitrailleuses britanniques, d'autres affirment que ces avions opéraient entièrement désarmés. Les pilotes britanniques utilisèrent ces avions pour s'acclimater au train d'atterrissage tricycle et à l'absence de contrôle automatique de suralimentation, une caractéristique déjà jugée essentielle sur les conceptions d'avions britanniques contemporains. Les démarreurs à inertie électrique américains présentaient également une méthode opérationnelle peu familière, exigeant que le volant d'inertie atteigne sa pleine vitesse de rotation avant que l'allumage du moteur ne puisse se produire. En Grande-Bretagne, les moteurs d'avions militaires étaient généralement démarrés à l'aide de démarreurs électriques directs alimentés par de substantielles batteries d'aérodrome ou via des démarreurs à cartouches Kaufmann. Les avions DB-7 de la commande française, équipés de moteurs Air 1830 et arrivant un peu plus tard, furent désignés Boston II. Ces avions furent également jugés inaptes au rôle de bombardier. Le commandement conclut que leur capacité de bombe et leur rayon d'action étaient insuffisants pour des missions contre l'Allemagne depuis des aérodromes du sud de l'Angleterre. Néanmoins, une application alternative pour ces avions fut identifiée. Il fut décidé de les reconfigurer en chasseurs de nuit lourds. Les premiers avions Boston III, commandés par les Britanniques, atteignirent l'Angleterre durant l'été 1941. Ces appareils furent transportés, démontés et assemblés à leur arrivée. Ces bombardiers furent livrés avec des motifs de camouflage britanniques. Leur surface supérieure et leurs flancs arboraient de larges taches irrégulières de vert foncé et d'une teinte marron terreuse naturelle. Les dessous des avions étaient peints dans un ton gris-bleu pâle, communément appelé « sky ». Comme les Américains ne disposaient pas de l'émail vert foncé britannique standard, ils le remplacèrent par leur propre nuance d'olive foncé. Par la suite, une gamme complète de marques d'identification fut apposée sur ces avions aux États-Unis. Bien que les teintes rouges et bleues de ces marques différaient quelque peu des spécifications britanniques, des avions DB-7B étaient simultanément livrés des États-Unis, aux côtés des DB-73 très similaires provenant d'une commande française. Ces avions furent ensuite adaptés pour répondre aux critères opérationnels britanniques et furent également désignés Boston Trade. Au total, le Royaume-Uni acquit 568 de ces avions spécifiques. Par la suite, les escadrons du deuxième groupe furent désignés pour être rééquipés avec ces nouveaux bombardiers. Le 88e escadron, stationné sur l'aérodrome de Swanton Morley et opérant auparavant des avions Blenheim, fut la première unité à commencer l'entraînement de qualification avec l'équipement américain. À des fins d'instruction, les pilotes reçurent plusieurs anciens avions français et en octobre 1941, l'escadron avait atteint une pleine capacité opérationnelle. En novembre, le 226e escadron les rejoignit, suivi en janvier 1942 par le 107e escadron. Le 342e escadron devint la 4e unité à s'intégrer, possédant une double désignation distinctive au sein de la Royal Air Force. Cet escadron était reconnu comme une formation composée de personnel français, opérant depuis une base anglaise. Simultanément, le commandement du mouvement de la France libre, sous le général Charles de Gaulle, le considérait comme son escadron exclusif, connu sous le nom de Lorraine. Néanmoins, ces distinctions administratives avaient peu d'importance, car toutes les parties partageaient un adversaire commun.
En février 1942, le 88e escadron exécuta sa première mission de combat. Au cours du même mois, ces avions furent dépêchés pour intercepter les cuirassés allemands Scharnhorst et Gneisenau, ainsi que le croiseur lourd Prince Eugen, alors qu'ils tentaient de traverser la Manche depuis le port français de Brest. Les rapports d'équipage indiquèrent qu'un seul avion Boston parvint à localiser les navires au milieu de l'épaisse couverture nuageuse. Il largua ses bombes, mais n'obtint aucun impact direct. Par la suite, les avions Boston commencèrent de fréquentes opérations offensives à travers la Manche, ciblant des installations industrielles, des dépôts logistiques, des carrefours ferroviaires et des aérodromes. Par exemple, en mars, des avions des 117e et 226e escadrons menèrent des raids de bombardement sur les usines Matford, situées dans la commune française de Poissy. Des navires de guerre positionnés près du littoral furent également ciblés. Le 18 août, des bombardiers Boston furent appelés pour fournir un soutien aérien au débarquement amphibie de Dieppe. Cette opération était, en substance, une mission de reconnaissance en force. Les forces britanniques et canadiennes occupèrent temporairement la ville portuaire, neutralisèrent toutes les cibles militaires vitales, puis se retirèrent en Angleterre. Avant le début de l'opération, les forces aériennes menèrent des bombardements contre l'artillerie côtière allemande et les structures défensives. Les pertes furent substantielles. Le tir anti-aérien ennemi abattit 9 bombardiers et 2 autres avions endommagés s'écrasèrent lors de leur tentative d'atterrissage sur l'aérodrome de Middle Wallop. La mission la plus étendue entreprise fut l'attaque de l'usine de Radio Philips à Eindhoven, aux Pays-Bas, le 9 décembre 1942. Ce complexe industriel particulier avait déjà été la cible de plusieurs raids de bombardement. Un total de 96 bombardiers participèrent à cette opération, dont 47 étaient de la variante Boston. Des groupes d'avions individuels se virent attribuer des objectifs distincts au sein du vaste complexe industriel. Le 88e escadron mena la première vague d'assaut. Dans le but d'obtenir une surprise tactique, les bombardiers et leurs chasseurs d'escorte Spitfire maintinrent une altitude exceptionnellement basse en volant au-dessus de la mer. Les avions Boston arrivèrent au-dessus de leur cible, désignée précisément à midi. Les avions traversèrent le site de l'usine à une altitude d'environ seulement 50 mètres 165 pieds, rendant un échec de cible pratiquement improbable. Les avions étaient protégés de la fragmentation de leurs propres munitions par des fusées à retardement. Néanmoins, des dommages substantiels résultèrent des intenses barrages d'armes antiaériennes légères allemandes. La Grande-Bretagne subit la perte de 14 avions, dont 5 Boston. Pourtant, des preuves photographiques d'un avion de reconnaissance Mosquito qui suivait les bombardiers vérifièrent que l'installation industrielle avait subi des dommages importants. La production d'équipements de communication vitaux pour les forces allemandes connut une diminution significative. Par conséquent, en Angleterre, il fut décidé d'adapter plusieurs avions Boston Mark III, s'inspirant de l'efficacité des avions intrus français convertis. Certains avions furent équipés d'un pod de canon ventral contenant 4 canons Hispano de 20 mm. Ces avions particuliers n'étaient pas configurés pour transporter des bombes. Ces avions existaient en 2 versions distinctes, se distinguant par le type spécifique de canon monté. La première itération recevait des munitions d'un chargeur tambour en forme de cône tronqué, tandis que la version ultérieure utilisait une alimentation par bande métallique provenant de conteneurs de munitions. Cette dernière configuration permettait une plus grande capacité de munitions. Le 418e escadron canadien commença à utiliser ces avions à partir de novembre 1941. Leurs missions de combat opérationnel commencèrent en mars de l'année suivante. En juillet 1942, le 605e escadron commença sa conversion à ces mêmes avions, finalisant cette transition en février 1943. Parallèlement, le 418e escadron passa à l'utilisation d'avions Mosquito. En septembre, 3 avions Boston furent équipés du système d'éclairage à turbine. D'un point de vue externe, les distinguer des avions Hawker comparables est presque irréalisable. Pour des capacités défensives améliorées, l'un de ces avions reçut une tourelle motorisée Boulton-Paul à commande hydraulique, armée de 2 mitrailleuses de calibre. Un autre avion avait des supports installés sous les 2 ailes, conçus pour lancer des roquettes non guidées de 60 livres. Structurellement, le Boston est un monoplan entièrement métallique, caractérisé par un fuselage semi-monocoque ovale qui assure sa robustesse. Concernant ses spécifications techniques, l'intérieur de l'avion était segmenté en 5 compartiments distincts au moyen de cloisons. L'équipe de conception a mis au point une méthode plutôt distinctive pour l'accès de l'équipage. Le navigateur accédait à sa position via une trappe ventrale qui était équipée de marches spécialisées. Inversement, le pilote devait monter sur l'aile gauche et faire pivoter la verrière vers la droite.
L'opérateur radio-mitrailleur possédait une trappe d'entrée séparée située sous le fuselage. Ce compartiment comportait en outre un espace dédié pour l'appareil photo et le treuil de l'antenne filaire traînante. L'aile elle-même présentait une forme en plan trapézoïdal et incorporait un profil aérodynamique NACA conventionnel. Sa construction employait une conception à revêtement travaillant, impliquant que la peau externe lisse contribuait activement à la structure porteuse de l'avion. Une caractéristique notable concernait l'empennage. Le tube de détection de vitesse, ou tube de pitot, était fixé précisément au sommet du stabilisateur vertical, conférant une apparence très reconnaissable à cet avion. Le système de train d'atterrissage mérite un examen particulier. Au-delà de sa fonction standard d'amortissement des chocs, la jambe de force du train avant incorporait un appareil de direction. Si le limiteur était désengagé, cette roue était capable de pivoter à 360 degrés complets, simplifiant grandement la manipulation au sol dans les espaces de hangar confinés. En cas de défaillance du système d'extension hydraulique principal, le pilote avait accès à une sauvegarde pneumatique d'urgence et pouvait en outre compter sur des verrous mécaniques pour sécuriser tous les composants. Les moteurs R2600 étaient fixés à leur nacelle via des supports élastiques amortisseurs conçus pour atténuer les vibrations. Les hélices Hamilton Standard étaient équipées d'un système à alcool destiné à prévenir l'accumulation de glace. Cependant, le démarrage de ces moteurs dans des conditions hivernales présentait souvent un défi important. Occasionnellement, les démarrages électriques à inertie nécessitaient un démarrage manuel, une tâche exigeant les efforts synchronisés de deux mécaniciens. Le système de carburant de l'avion était fondamentalement conçu en tenant compte des scénarios de combat opérationnels comme considération principale. L'avion était équipé de réservoirs de carburant auto-obturants, construites avec plusieurs couches de caoutchouc brut conçues pour sceller automatiquement les perforations par balle. Pour assurer le confort de l'équipage, un système de chauffage à vapeur était intégré et un interphone facilitait les communications internes. En cas de dysfonctionnement des systèmes électroniques, un système de câbles mécaniques était en place reliant les postes de pilotage du pilote et du mitrailleur pour l'échange de messages écrits. Le contrôle de tir des mitrailleuses avant était à commande électrique, leur gâchette étant idéalement positionnée sur le manche de commande du pilote. L'opérateur radio et le mitrailleur actionnaient des tourelles mécaniques. Plus précisément, pour engager des cibles à l'arrière depuis la trappe inférieure, les portes devaient s'ouvrir vers l'intérieur. Malgré l'occupation allemande des Pays-Bas en mai 1940, le gouvernement néerlandais s'est réfugié à Londres, continuant d'administrer ses colonies depuis la capitale britannique. Parmi ces colonies, la plus grande était les Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie, qui possédait un certain degré d'autonomie, sa propre armée et une force aérienne indépendante. Cette force utilisait principalement des équipements de fabrication américaine. En octobre 1940, une commande de 148 bombardiers DB-7C fut passée pour répondre aux besoins des Indes orientales. Ces nouveaux avions furent développés à partir du modèle DB-7B propulsés par des moteurs R2600 générant 600 chevaux, mais incorporaient de nombreuses modifications de conception. Ces modifications étaient essentielles, car le client était une nation dispersée sur un archipel. Par conséquent, la plupart des missions opérationnelles se dérouleraient au-dessus de l'eau, les navires de guerre étant les cibles principales. L'avion était destiné à être déployé comme bombardier-torpilleur à basse altitude, conçu pour des attaques directement au niveau de la mer. La torpille Mark XII était logée dans la soute à bombe. Cependant, sa protrusion partielle nécessitait le retrait des portes de la soute. De plus, des équipements de sauvetage en mer, tels qu'un radeau gonflable, étaient intégrés aux spécifications de l'avion. Une exigence distincte impliquait la création de deux configurations de nez distinctes, l'une avec un nez vitré et un poste de navigateur, et l'autre un nez plein, équipé de 4 canons de 20 mm. L'équipe de conception a consacré 45 000 heures hommes à ces modifications importantes. Bien que les premiers avions aient été achevés fin 1941, les forces néerlandaises n'ont pris livraison d'aucun de ces bombardiers-torpilleurs avant le déclenchement de la guerre du Pacifique. Suite à l'invasion japonaise de Java, seulement 2 douzaines de DB-7C furent expédiés des États-Unis vers un port local. Un seul de ces avions fut entièrement assemblé assez rapidement pour participer à la défense de l'île, tandis que les avions restants, quel que soit leur état, furent capturés par les forces japonaises. Au moins un de ces bombardiers fut ensuite transporté au Japon pour évaluation technique. Il subit des réparations, puis fut soumis à des essais au centre d'aviation de l'armée situé à Tachikawa. Les DB-7C qui n'ont finalement pas atteint les forces néerlandaises furent réaffectés aux Britanniques. C'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que le récit de cet avion particulier s'est avéré intéressant. Mon objectif était de présenter cette vidéo avec un intérêt captivant et des détails approfondis. Si vous souhaitez offrir un soutien financier à la chaîne, un lien Ko-fi est fourni dans la description ci-dessous. Merci de votre attention et portez-vous bien.